Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une rencontre. Une rencontre entre deux artisans d'excellence. D'un côté, Jean-Marie Coche, facteur d'arc. De l'autre côté, Henri Vialon, coutelier. C'est par le truchement d'un projet que je leur ai proposé qu'ils vont pouvoir se rencontrer et développer, chacun dans leur domaine, un produit d'excellence qui correspond à un cahier des charges un tout petit peu particulier. Alors, avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne connaîtraient pas ces deux personnages, on va resituer d'abord l'époque. On est en 1988-1989, puisque ce projet va avoir une durée à peu près d'1 an. Et Jean-Marie Coche, facteur d'arc, s'est installé il y a 1 ou 2 ans comme facteur d'arc en France, à Barbière, un charmant petit village de la Drôme. Et après avoir fait une formation aux États-Unis auprès de John Schultz, qui était lui-même un élève, entre guillemets, d'Howard Hill. Alors qui est Howard Hill ? Bien, je dirais que c'est certainement un des plus célèbres archers instinctifs qui a vécu sur Terre. Célèbre d'une part par son adresse proverbiale, qu'il a largement mis en scène dans des spectacles, des shows. Célèbre aussi pour avoir doublé Errol Flynn dans un film de Robin des Bois. Donc, en dehors de son adresse, que devons-nous à Howard Hill ? Eh bien, c'est d'avoir mis au point ce qu'on a appelé ensuite l'American Longbow, ou le semi-longbow, en France arc droit, et également qu'on appelle par facilité, même si l'appellation est un peu trompeuse, un longbow en France. Donc Howard Hill également a comme beaucoup, eu des élèves, soit pour de la pratique de tir, mais soit aussi pour de la fabrication, et un de ses élèves était John Schultz, qui lui-même donc a formé Jean-Marie Coche. Et Jean-Marie Coche ensuite est venu s'installer en France, relançant ainsi le métier de facteur d'arc qui avait totalement disparu de notre sol. Avec cette particularité de fabriquer uniquement ce type d'arc. De l'autre côté, Henri Vialon, après avoir travaillé longtemps pour le musée de la coutellerie à Thiers, s'est installé à son compte dans les années 87. Donc moi j'ai rencontré Jean-Marie Coche dans les années 85-86, et c'est cette année que je lui ai demandé de me fabriquer mon premier arc, donc un semi-longbow, comme je viens de l'évoquer. Ensuite, nous avons eu l'occasion de faire quelques stages de tir instinctif, parce que, outre le fait de fabriquer des arcs, celui-ci très rapidement a lancé des stages de tir instinctif, qui était une forme de tir peut-être que nous pratiquions sans le savoir, mais qui a été pratiquée cette fois-ci dans l'esprit de ce qu'avait enseigné Howard Hill, avec quelques ajouts que Jean-Marie Coche avait aussi apportés de son côté. Donc au cours de ces stages, eh bien, bien entendu, dont le sujet était le tir instinctif, nous avons pu le découvrir et profiter des enseignements de Jean-Marie Coche. Nous avons eu aussi l'occasion d'échanger autour des arcs, même si on a rarement eu la possibilité d'en voir un seul, parce que, comme je vous le redirai un peu plus tard, Jean-Marie Coche ne tirait quasiment jamais, je n'ai jamais vu tirer dans ses stages avec un de ses arcs, mais nous avions eu déjà un très bon niveau d'échange, puisque moi j'étais propriétaire d'un de ses arcs, donc je voyais déjà comment ceci fonctionnait. Et au cours de nos échanges, Jean-Marie a évoqué l'idée qu'il était en train de mettre au point la possibilité d'inclure dans ses arcs une lame de carbone, qui ne viendrait pas se substituer à la fibre de verre, puisqu'on n'en était pas là du tout en termes de technologie à cette époque, mais pour laquelle il espérait que ça apporterait du dynamisme à l'arc, de la stabilité, mais également en précisant que pour l'instant, les premiers essais qu'il avait faits, c'était que moyennement passé, et qu'il avait eu de la casse, des problèmes, donc ça restait quelque chose qui était à mettre au point. Malgré tout, ça avait un peu titillé mon esprit.
Non pas que ces arcs n'étaient pas suffisants, mais je trouvais la démarche très audacieuse, parce que reprendre un métier comme celui-ci, sur des bases qui venaient d'outre-Atlantique, et puis assez rapidement de voir ce garçon essayer encore de développer, encore et encore de développer ses produits, j'avoue que c'était quelque chose qui avait fortement attiré mon attention. Donc ça me plaisait bien cette idée. Hein. C'est pas que je trouvais que le carbone avait un intérêt majeur, et je ne savais pas trop d'ailleurs quel intérêt il pouvait avoir, puisqu'on n'avait pas d'expérience ni de recul. La réflexion a mûri dans mon esprit, et très peu de temps après, je suis revenu vers Jean-Marie Koch en lui faisant une proposition. Lui disant voilà, moi ça m'intéresse vivement de pouvoir essayer ce type d'arc que tu te proposes de faire. Il m'a confirmé également que la technique était au point, et qu'il avait réussi à faire ce qui faisait que les résultats qu'il avait vus étaient intéressants. Mais je lui dis, ça m'embête de te dire, tu fais ci, tu fais ça, etc. Il dit, voilà ce que je te propose. Tu as carte blanche pour la fabrication. Sur les matières, sur la forme, sur la poignée, sur tout ce que tu veux bien. Et la seule chose, c'est que tu mets une lame carbone dans mon arc, et le reste, tu fais ce que tu veux. Alors au passage, j'avais quand même pris la précaution de valider le prix, parce qu'il fallait quand même être très prudent. Et alors j'ai bien vu qu'il avait été un peu perturbé, même si moi je pensais que des artisans aussi excellents que lui seraient certainement tout à fait ravis d'avoir la possibilité de s'exprimer totalement. Mais ça m'a un peu perturbé. Pour autant, bien sûr, il a accepté le deal, et on a matérialisé une véritable commande en 1988. Mais j'avais déjà, comme j'y avais réfléchi dans mon coin, j'avais déjà une autre idée. Puisque je vous ai parlé d'un coutelier, eh bien j'avais l'idée de dire qu'on pourrait probablement demander à ce coutelier d'utiliser une partie des bois d'arc pour fabriquer un couteau dans le même esprit. Alors, voilà les deux morceaux qui restaient de ma poignée d'arc, hein, puisqu'on part de carrelé, et là ce sont vraiment, vous voyez bien, les découpes de la poignée d'arc. Donc, Jean-Marie m'a fourni effectivement ces deux découpes qui m'étaient un peu renseigné auprès de Vialon, à qui j'avais présenté, Henri Vialon, à qui j'avais présenté mon projet, de voir est-ce que ça paraissait suffisant. Bon, il n'était pas tout à fait sûr, mais ça lui semblait tout à fait possible quand même, malgré tout. Donc on est parti là-dessus. Donc j'ai confirmé également auprès d'Henri Vialon la possibilité de faire cette opération avec lui, dans le même sens. On avait profité, bon, je ne sais plus si j'étais allé le voir, ou bon, je ne m'en souviens plus très bien, je ne crois pas, mais quoi qu'il en soit, on avait été au téléphone, et on avait validé ça. Au téléphone, c'est plus difficile à voir, mais j'avais vu également que de la même façon, je n'avais pas senti un enthousiasme débordant à vouloir faire ce projet dans ce sens-là. Ce que j'avais malgré tout remarqué, c'est qu'effectivement, ils ne se connaissaient pas, ni un ni l'autre. Alors j'ai dû attendre un an, comme pour voir la réalisation de ce projet. Je vais vous présenter l'arc dans quelques instants, et le couteau également. Et un an plus tard, Jean-Marie m'appelle en me disant « Voilà, ça y est, ton arc est prêt ». Alors évidemment, vous ne pouvez pas imaginer l'excitation qui était la mienne, et cette excitation que j'ai dû freiner, puisque nous avions prévu de prendre une livraison de cet arc, pour ne pas le laisser dans les mains de n'importe quel transporteur, ni de qui que ce soit d'autre, au cours d'un stage que nous devions faire quelques semaines plus tard, je pense. Et c'est là que j'ai découvert mon arc, pour la première fois. On abordera un peu cet effet surprise, que je cherchais d'ailleurs, lorsque j'ai découvert. Donc j'ai pu tirer pour la première fois avec cet arc. Je ne vous dirai pas que les sensations étaient extraordinaires. Chaque fois qu'on découvre quelque chose de nouveau, c'est pas forcément la révélation tout de suite. En remontant de ce stage, eh bien,
l'arc en main, nous sommes passés chez Henri Vialon. Et là, nous avons opéré, nous avons finalisé le projet avec lui. Donc je lui ai montré l'arc, je lui ai réexpliqué comment cet arc avait été réalisé, par qui, dans quel esprit. Nous avons redéfini un peu les limites du projet. Il m'a montré des modèles, il m'a montré des choses. Je lui ai montré également des choses que j'aimais, d'autres que je n'aimais pas ou que je ne voulais pas. Mais j'ai bien porté attention à ne pas l'enfermer, malgré tout, dans des détails trop précis. Et nous nous sommes quittés là-dessus, j'ai repris mon arc, hein, je ne vais pas laisser. Nous sommes quittés là-dessus. Et quelques semaines, quelques mois plus tard, je ne me souviens plus exactement, eh bien, on a opéré de la même façon. Henri Vialon m'a appelé en me disant « ça y est, ton couteau est prêt ». J'avais, par chance, un déplacement professionnel dans la région, et je suis allé le récupérer chez Henri Vialon, et j'ai enfin pu rassembler ces deux pièces que nous allons découvrir ensemble. Alors, comme je vous avais promis, maintenant, on va regarder ensemble cet arc et ce couteau. Alors, on commence par quoi? Bon, allez, j'ai le couteau dans ma poche, on va commencer par le couteau. Donc là, je vous présente le couteau que m'a fait Henri Vialon. Bien sûr, il y aura des plans plus rapprochés, mais ça vous permet de voir. Voilà, donc c'est un petit couteau à lame fixe. C'est un peu de la forme, ce qu'ils appelaient à l'époque, un peu forme Loveless, qui est un coutelier américain. Donc là ici, on a bien ici le manche, avec la partie de l'arc qui avait été de la poignée. Donc Vialon n'a utilisé en fait qu'un des seuls morceaux de bois. Donc l'autre il me l'a rendu puisqu'on l'a vu ensemble. Donc ici une virole en laiton avec une petite garde pour bien sécuriser l'ensemble. Et sur le dessus, eh bien, on a un guillochage qui permet d'assurer une prise en main tout à fait correcte et un peu de force. Alors c'est suffisamment marqué, mais en même temps c'est absolument pas agressif, c'est très doux. L'ergonomie en elle-même, moi je la trouve excellente, enfin pour mes mains en tous les cas, il n'aurait pas fallu avoir de plus grandes mains, mais on avait regardé ça, et je dirais qu'on a un équilibre là dans l'ensemble qui est plutôt très très bien. La seule chose qui avait été un peu moins bien, c'est l'étui. Je ne le montre pas trop longtemps parce qu'en fait il ne mérite pas, mais je crois qu'Henri Vialon, comme on avait quand même bien discuté le prix, a dû trouver un vieil étui quelque part et me le remettre. Donc voilà, un très très beau couteau que j'aime beaucoup. Et qui correspond tout à fait à mes goûts, et j'aime bien la forme, je la trouve quand même assez extraordinaire. Donc voilà pour le couteau. Donc les longueurs de lame, tout ça c'est pas particulièrement intéressant. Et là ici, on le verra sur les gros plans, la signature effectivement de Henri Vialon. Donc ça c'est pour la présentation du couteau qui a été fait donc avec les bois de mon arc. Alors maintenant on va regarder le plus gros morceau des deux, à savoir l'arc. Donc voilà l'arc que m'a fabriqué Jean-Marie Coche. Ici, on va peut-être le mettre de ce côté-là, avec sa signature sur la poignée. C'est la première fois qu'il faisait une poignée signature, je dirais. Et donc là, on a donc deux âmes, là on a trois âmes en if là ici, et sur le dos, sous la première âme ici, eh bien on peut distinguer, c'est très très fin, la lame de carbone. Et Jean-Marie a fait une lame en retour, en if également, qui vient en retour sur la poignée. Donc on a un très 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 bel arc, très très belle ligne, un beau produit. Donc, alors là ici, les poupées sont assez fines, peut-être pas tout à fait aussi fines que sur d'autres arcs. Le premier constat qui m'a semblé pouvoir faire sur cet arc,
c'est que je pense que compte tenu des inconnus qui subsistaient quand même sur le comportement du carbone dans ce type de matériel, dans cet arc, je pense que Jean-Marie n'a pas pris le risque d'affiner à l'extrême comme il avait l'habitude de le faire. Alors on le voit un peu sur les poupées, ici, qui sont un peu plus épaisses que d'habitude. Également, habituellement, il venait travailler énormément les bords de l'arc, un peu comme celui-ci, mais il le faisait également de ce côté-là. Là, on sent, et y compris la poignée, qui est un petit peu plus, je dirais pas massive, mais un petit peu plus enveloppante que sur les autres. Et là, je pense que c'est tout simplement dû au fait que il y avait quand même une part d'inconnu. Je ne sais pas si c'était le premier arc. D'ailleurs, à ce sujet, si vous avez connaissance d'autres arcs de Jean-Marie Coche avec du carbone, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça m'intéresse énormément. Donc mes impressions, surprise d'abord, c'est ce que je cherchais, donc je ne vais pas m'en plaindre, donc une belle surprise quand j'ai découvert cet arc. C'est le premier que je voyais de chez Jean-Marie, avec une lame en retour comme ça sur le ventre. Les autres, et tous ceux que j'ai eus d'ailleurs, ou que j'ai vus, ne l'avaient pas. Alors peut-être, si j'osais une critique, bon, j'ai jamais été très fan de la poignée, de sa couleur, parce que c'était peut-être très élégant sur l'arc tout neuf, mais comme on le voit là, bon, ça vieillit pas très bien, quoi. Si elle n'avait pas été signée, je crois que je l'aurais changé. Mais compte tenu qu'il y a la signature de Jean-Marie, que c'est pareil, elle n'existe sur aucun autre de mes arcs, eh bien je l'ai gardé, ça faisait partie du jeu. Et c'était comme ça. Donc voilà, très beau produit, très sympa, très agréable, avec l'ébène là ici qui en fonction de la lumière s'éclaircit énormément. Signature Jean-Marie Coche 89. Et la seule indication, c'était juste mon prénom. Aucune indication, bien sûr, de puissance, de longueur, etc. Donc on fera quelques plans supplémentaires, quelques photos, pour que vous puissiez le voir plus en détail. Mais pour moi, c'est une pièce absolument unique. Alors là, pour être unique, elle est unique, puisque je suis quand même assez peu intervenu dessus. Et magnifique, le leaf ici qui était un tout petit peu plus clair à l'origine, a foncé, il a une teinte très chaleureuse, oui, il a foncé, il s'est approfondi dans sa couleur, et il vient peut-être se fondre un tout petit peu plus avec la poignée. Donc voilà pour l'arc. Vous verrez quelques photos, on va faire un petit peu plus tard des tests de vitesse. Alors, juste une petite précaution à prendre, bien entendu. Cet arc, il fait toujours d'ailleurs, malheureusement pour moi, 57 livres à mon allonge. Ce qui est absolument trop. C'était trop à cette époque, c'est toujours trop aujourd'hui et encore plus aujourd'hui. Mais c'était en partie justifié par le fait que dans les concours auxquels on participait, il y avait la nécessité de tirer des flèches en bois et également l'obligation, enfin pas la nécessité, l'obligation de tirer des flèches en bois et l'obligation de tirer des flèches de plus de 30 grammes. Donc on avait tendance effectivement, parce que également dans les règlement de concours qui était beaucoup plus souple et beaucoup plus un peu plus aventureux que ce qu'on fait aujourd'hui, on pouvait très bien se trouver avec des branches surplombant la cible sur son trajet, un certain nombre d'obstacles, et je dirais que toute trajectoire qui aurait été un peu trop parabolique était condamnée à une flèche, des morceaux de bois éparpillés partout et des plumes avec. Donc on avait tendance à prendre des arcs un tout petit peu plus puissants. Aujourd'hui, il est toujours aussi puissant, moi, beaucoup moins. Donc sur les vidéos que vous verrez, où vous me verrez tirer un arc, il faudra me pardonner le fait que très probablement mon geste n'a pas tout à fait la fluidité qui conviendrait. Cet arc est beaucoup moins efficace dans mes mains aujourd'hui qu'il aurait pu l'être par le passé.
Alors, quant au couteau, en fait, j'ai fait ce que Vialon n'aurait pas voulu qu'on fasse. Je l'ai quasiment pas utilisé parce que il me semblait important de pouvoir conserver ce couteau dont je n'avais pas non plus une utilité extraordinaire en parfait état. Et aujourd'hui je le retrouve et j'en suis fort aise. Donc voilà une petite histoire de grands artisans qui malheureusement aujourd'hui ne sont plus là pour qu'on partage avec eux ces bons souvenirs. Jean-Marie nous a quittés en 2006 et Henri Vialon il y a quelques mois, fin de l'année dernière. Donc peut-être qu'en même temps ce sera peut-être un petit hommage posthume que je leur adresse, mais ils ont réalisé quelque chose d'extraordinaire. Bon alors je dois vous dire que là c'est quand même un sacré coup de bol. Parce que le tir je l'ai effectué à une trentaine de mètres à peu près. Et puis j'ai un joli tué, une flèche qui est à peu près bien mise, l'autre qui est dans le corps. Ça fait une vingtaine, quinzaine d'années que j'ai pas tiré avec cette arme, qui est un tout petit peu difficile. Je suis pas sûr de pouvoir refaire ça. C'est pas du tout certain. Je suis même presque certain du contraire. Mais c'est pas grave, je suis content quand même et on va rester là-dessus. Allez, salut les amis. Alors voilà pour conclure ce que je voudrais vous en dire. Vous posez certainement la question, et le carbone, ça a servi à quoi? Ça a donné quoi? Alors en réalité, sur la partie purement armement de l'arc, c'est assez difficile à déterminer parce qu'on est quand même sur des puissances assez élevées et par conséquent l'impression que j'ai eue sur le moment était peut-être qu'il était un tout petit peu plus ferme sans être dur, mais peut-être un tout petit peu plus ferme. Ça c'est l'impression que j'ai eue. Ça s'est très vite effacé dans la mesure où l'arc reste extrêmement confortable, toujours malgré sa puissance élevée pour nos jours. Ensuite, en termes de dynamique, là par contre je pense qu'on a un sacré plus. Avec les flèches qui étaient mes flèches de référence, c'est-à-dire des Fubois 1132 que je fabriquais, qui étaient entre 32, 33, 34 grammes à peu près. On est quasiment à 180 pieds secondes. Ce sont des mesures que je viens de refaire, sous réserve qu'aujourd'hui cet arc est très très difficile à armer pour moi et qu'il est possible qu'on soit légèrement en dessous de la vérité. Donc à comparer à l'arc que j'avais précédemment, qui lui était à peu près dans les 165 pieds secondes, avec les mêmes flèches, on a bien une sacrée augmentation de la performance et on le voit très bien sur le vol de flèche, qui est quand même très très dynamique, très tendu. Mais à titre personnel, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire d'avoir pu mener à bien ce projet avec, à cette époque, les deux meilleurs artisans dans leur spécialité. Alors chez Jean-Marie Coche, c'était un peu plus facile, il était tout seul. Mais quoi qu'il en soit, même si ça avait été 10 ans après, je crois qu'on pourrait le qualifier de la même façon. Et je voudrais terminer en donnant un coup de chapeau justement à tous aux artisans qu'on a la chance d'avoir chez nous, qui sont excellents et qui viennent nous offrir ce plaisir immense d'avoir pour nous, pour notre usage, également un peu pour nos rêves, des objets absolument uniques, qui sont des objets dont on peut quasiment jamais se séparer parce que dans cet objet, il y a tout ce qui s'est passé, nos échanges, la relation, parfois notre complicité, nos sensibilités qui ont su s'accorder à certains moments, même si dans certains cas ça a pu arriver, pas toujours partager les points de vue, ce qui était le cas sur mon premier arc où Jean-Marie m'avait prévenu qu'il était trop puissant et je n'ai pas eu l'intelligence de l'écouter. Mais quoi qu'il en soit, c'est un objet unique par la relation qu'on a eue avec cet artisan, par l'engagement qu'il a mis pour le fabriquer et par l'immense bonheur qu'on a eu de le recevoir. Je voulais vous faire partager ce moment, ça a été un petit peu long, mais quand on raconte des histoires, eh bien, de temps en temps, il faut qu'elles aient le temps de se déployer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.